Retour à questions d'actualité avec Jean-Philippe Trottier. Question que je vous pose, est-ce que les souverainistes sont fermés? Que dit François Legault, le patron de la CAQ, de l'immigration et de son virage identitaire? Pas de l'immigration, mais de son parti. Les jeunes Québécois ont-ils confiance en leur identité de peuple? Voici donc quelques questions que l'on cherche désespérément à balayer sous le tapis, au motif que ce sont des sujets futiles, passéistes et potentiellement porteurs de funestes dérapages. Pourtant, Mathieu Bock-Côté persiste et signe dans son blog du Journal de Montréal: on ne peut pas faire l'économie de ces discussions, selon lui, a fortiori quand on est un peuple marqué du sceau de la précarité. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors les jeunes, il y a 4 textes que vous avez enfilés dans le blog de votre blog. Et quelques chroniques en plus. En plus, dont celle-ci. D'abord, pourquoi ça c'est un sujet qui vous êtes presque le seul intellectuel au Québec qui soit hanté à ce point organiquement par cette question-là ou pas? Je crois qu'il y en a d'autres. Vous pouvez penser à un sociologue comme Jacques Beauchemin qui a développé une sociologie tout à fait passionnante des questions identitaires depuis son livre L'Histoire en trop en 2002. Oui. Il a développé ça ensuite ailleurs. Vous pouvez penser à un historien comme Éric Bédard dont l'histoire du Québec pour les nuls est traversée par ce souci, cette angoisse existentielle qui est celle de disparaître, la possibilité de disparaître. Je pense, on pourrait en nommer d'autres. Charles-Philippe Courtois, l'historien et son anthologie de la conquête qui proposait une méditation existentielle sur la conquête. Donc, je pourrais en nommer plusieurs. Toutefois, dans l'espace public, dans l'espace médiatique, disons, je constate qu'il y a en général un désaveu ou un discrédit de ces questions identitaires. Le mot identitaire est en train au Québec d'être connoté fondamentalement négativement. Racisme, xénophobie. Comme si l'identitaire était la dernière étape avant la xénophobie, le racisme et ainsi de suite. Et il y a dans l'espace public une tentative, je crois, très nette en ce moment, de marquer du sceau de l'infâme toute politique cherchant à s'ancrer dans les aspirations existentielles et historiques de la majorité francophone québécoise. Et pourquoi ça me hante? D'abord et avant tout parce que ça a hanté la pensée politique québécoise depuis toujours, c'est-à-dire la survie, la durée du peuple québécois, et plus politiquement, plus lié à l'actualité, 2 thèmes. D'abord et avant tout l'avenir du projet souverainiste. On voit réapparaître ces temps-ci la tentation de dissocier la souveraineté et l'identité. Et deuxièmement, tout simplement, la crise du multiculturalisme traverse toutes les sociétés occidentales et frappe le Québec aussi. Et je crois notre société plus fragile que les autres. Donc, comment intégrer les nouveaux arrivants si la société d'accueil elle-même édulcore son identité? Donc, prenez tous ces éléments-là et vous avez des éléments de réponse à votre question sur mon angoisse par rapport à ça. Et Mathieu Bock-Côté, on va commencer avec les jeunes qui, eux, semblent pas du tout partager vos angoisses. Les jeunes Québécois de souche, ouverts sur le monde, qui voyagent, etc., disent, diraient de vous, qui est ce vieux schnock, ou il nous emmerde, enfin, qu'il se taise. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a j'ai constaté ça souvent. On nous vante, les jeunes Québécois, qui auraient une maturité identitaire exceptionnelle et qui ne seraient plus traversés par cette peur ou cette angoisse de la disparition ou de l'effacement de leur peuple. Et alors que notre système médiatique veut voir dans cette absence d'inquiétude une forme de maturité, j'y vois quant à moi une forme d'inconscience. D'inconscience pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ces jeunes Québécois font comme si la libération ou l'émancipation du Québec était achevée, font comme si nous étions désormais un peuple parfaitement normal, sans situation géopolitique, historique, existentielle particulière. Autrement dit, les jeunes Québécois, je crois, vivent non plus à la manière d'héritiers d'une histoire appelée à la poursuivre de manière différente et originale. Ils se sont extraits de l'histoire, ils ne vivent plus dans l'histoire, ils ne vivent plus dans l'histoire du peuple québécois. De ce point de vue, il se voit davantage comme une collection d'individus qu'à la manière d'un peuple historiquement constitué et soucieux de préserver sa culture. Encore une fois, vos thèmes favoris d'atomisation de la société, oui. Déréalisation, perte du projet politique, perte d'idéal. Mais aussi perte du réel ici. C'est-à-dire un jeune Québécois, ou enfin un Québécois qui n'est pas inquiet pour l'avenir de sa culture, n'est pas un homme sage, c'est un inconscient. Un Québécois qui n'a pas peur, d'une manière ou de l'autre, d'une éventuelle disparition du peuple québécois, est
tout simplement quelqu'un qui a une réflexion insuffisamment développée Alors sur les conditions rejoint... particulières de la condition québécoise. Mais Mathieu Bock-Côté, ça rejoint le jovialisme ambiant qu'on a en Occident aussi. Tout est très baby boomer, tout est possible, tout est ouvert, amusez-vous, baisez, etc. Et puis voilà. Absolument, c'est-à-dire voilà une société qui, enfin une civilisation même, qui a décidé d'abolir la notion de limite. Parce que la limite, ce serait une entrave à notre liberté et non pas la condition de cette liberté. Et notre précarité au Québec est une limite avec un bien grand sûr. L en un sens. Absolument, c'est-à-dire il y a les Québécois ressentent presque à la manière d'une injustice le fait de ne pas être américain. Ouais. Hein, vous le remarquerez, de plus en plus, on présente la culture québécoise comme une culture dont à la rigueur, on la consommera chez soi avec ses parents, avec le 24 juin, oui, avec un parfum de pâté chinois, mais ce n'est plus une culture que l'on croit fondatrice. Ce n'est plus une culture que l'on croit capable de s'inscrire dans le monde et délimiter un univers de sens qui vaut la peine de durer. Les Québécois, autrement dit, vivent souvent leur culture comme une entrave, et je note que les souverainistes eux-mêmes, ce qui m'inquiète particulièrement, recommencent à croire que c'est en se délivrant de la part identitaire de leur projet qu'ils réussiront à le rendre convaincant, alors qu'à ce moment, s'ils parvenaient vraiment à séparer l'identité de la souveraineté, eh bien tout simplement, ils voueraient la souveraineté à l'insignifiance. Mais c'est pas nouveau, ça, déjà André Boisclair en 2006. Voilà pourquoi je dis que ça revient. Mon premier livre que j'ai écrit il y a des années, La dénationalisation tranquille, s'intéressait à cet effacement, cet oubli, ce reniement de l'identitaire de 95 à 2007. Pourquoi? Après le deuxième référendum. Après les fameuses paroles de Parizeau qui avaient sur l'argent et le vote ethnique, qui avaient traumatisé une bonne partie de l'élite souverainiste, on a assisté... Et rendu hystérique les adversaires. Mais bien sûr. Qui n'entendaient plus du tout raison, eux non plus. Qui en ont profité à ce moment-là pour chercher à donner le coup de grâce aux souverainistes. Rappelez-vous, moi, je me souviens, j'avais des amis, mais impossible de leur dire, de garder raison. C'était du vomi à l'état pur. Oui. Ils dégueulaient. Mais c'est que ça confirmait de leur point de vue ce qu'ils avaient toujours cru deviner du mouvement souverainiste, c'est-à-dire nous étions des xénophobes, racistes et ainsi de suite. Et les paroles de Parizeau, plutôt qu'être vues comme des paroles tristes, amères, d'un homme... Et dites au mauvais moment aussi. Dites au mauvais moment, ont été vues comme le révélateur. Il y avait finalement un cadavre dans ce placard. Et bien là, finalement sortait... Bien évidemment. Et là, donc pendant à peu près 12 ans, les souverainistes eux-mêmes ont déconstruit les fondements de leur propre projet. Je donne 3 éléments, rappelez-vous. La langue française a été peu à peu on a relativisé son importance. Comme noyau, comme vous dites, noyau sacré de l'identité québécoise. Avec le catholicisme d'antan. Mais ça, c'était déjà oublié. Deuxième élément, on a sacrifié l'histoire. Rappelez-vous, c'était un temps où le Bloc québécois disait qu'il fallait en finir avec la thèse des 2 peuples fondateurs parce que les jeunes Québécois issus de l'immigration ne pouvaient pas s'approprier une histoire vieille d'un siècle et demi. Et troisième élément, c'était le sacrifice de toute référence à la majorité historique francophone et à sa culture pour définir l'identité québécoise. On voulait remplacer ça par la Charte des droits du Québec ou les valeurs progressistes et ainsi de suite. Eh bien, on s'est retrouvé avec un projet souverainiste désubstantialisé, un projet souverainiste vide de sens, et quand la question identitaire est réapparue dans la politique québécoise est apparue avec la crise des accommodements raisonnables, qui était, je dirais, l'inscription de la crise du multiculturalisme occidental au Québec, eh bien, le Parti québécois n'avait rien à dire, sinon à faire la morale aux Québécois en leur disant qu'ils n'étaient pas assez ouverts. Et l'ADQ de Mario Dumont avait récupéré l'enjeu identitaire. Et on avait assisté à ce moment-là, et depuis cette fracture demeure, à une scission du nationalisme francophone entre d'un côté les souverainistes et de l'autre côté les nationalistes identitaires. Comment lire, à l'aune de tout ce que vous dites, Mathieu Bock-Côté, le virage identitaire de la coalition Avenir Québec? C'est-à-dire, la CAQ s'est rappelé récemment qu'une fois que le gouvernement libéral va avoir traversé son programme d'austérité, mais la CAQ, qui se voulait un peu la gardienne de l'austérité, le gardien de la rigueur de l'État, n'aurait presque plus de programme, sinon être le secourant de centre-droit autonomiste, incapable de se développer. Donc la CAQ a compris une chose, elle doit occuper le créneau du nationalisme. La CAQ, parce que le PQ, c'est fini. De son point de vue, c'est-à-dire pour les souverainistes, on espère que le Parti québécois va être capable de conserver cette indispensable conjugaison de la souveraineté et de l'identité. Mais la CAQ se dit la chose suivante, on doit remplacer un des 2 partis. Le Parti libéral est irremplaçable, donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit remplacer le PQ.
comment on peut remplacer le PQ en occupant à sa place le créneau du nationalisme ou du Québec d'abord. C'est de l'opportunisme ou de la conviction? Je pense que c'est les deux, c'est-à-dire tout homme politique qui n'a pas le sens de l'opportunité n'est pas à sa place. J'ai dit opportunisme. Mais bien sûr, mais je dis, c'est-à-dire un parti politique cherche un espace politique où se positionner puis ensuite se convainc qu'il a eu raison de le faire. C'est votre cas aussi? Non, pas vous êtes un intellectuel libre. J'en sais, je ne suis pas engagé en politique. Oh, pour l'instant, non. Mais deuxième élément, je crois qu'il y a une conviction, c'est-à-dire il y a quelque chose au Québec qui est fort, qui s'appelle le nationalisme. Oui. Et ce sont des gens qui, à la CAQ, qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve des souverainistes déçus, c'est-à-dire des gens qui auraient bien aimé que ça se fasse et qui aimeraient bien un jour que ça se fasse, mais qui pour l'instant croient que la fenêtre historique n'est pas là. Il y a des fédéralistes autonomistes à la Bourassa qui disent oui, on veut rester dans le Canada, mais on voudrait quand même augmenter nos pouvoirs. Il y a des gens qui sont culturellement plus conservateurs et qui veulent défendre quand même l'identité historique du peuple québécois. Puis il y a d'autres éléments aussi qui se reconnaissent pas dans la question identitaire, mais il y a quand même cette base. Et la CAQ a compris que si elle veut jouer le rôle de parti nationaliste, sans être souverainiste, elle doit occuper le terrain de l'identitaire. Et je constate qu'à ce moment précis, chez les souverainistes, on a la tentation à nouveau de sacrifier l'identitaire. Pourquoi? Traumatisme de l'épisode de la Charte des valeurs, pour certains. Vous savez, les souverainistes sont particuliers. Hein. La Charte des valeurs est le seul élément qui, dans le précédent gouvernement, avait fait décoller le Parti québécois, lui avait donné des sondages favorables, mais ils se sont laissés convaincre par le système médiatique que la Charte les avait coulés. Et là, une espèce d'étrange renversement, alors que la Charte des valeurs, qui était le point d'aboutissement, mais pas le seul élément de la stratégie identitaire des dernières années, ils se sont laissés convaincre que ça les avait plombés. Alors, voilà des gens qui décident, qui se laissent intoxiquer par le système médiatique et retournent ces analyses contre eux-mêmes. Et la question de l'immigration, François Legault, également le patron de la CAQ, avait énoncé quelques principes assez serrés, non? Alors ça, il faut nuancer. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt la politique d'immigration de François Legault, oui. Et je crois qu'il veut donner une image de fermeté, mais que plus on fouille en profondeur dans la politique, et moins elle les ferme. Évidemment, il y a une mesure un peu insensée, c'est-à-dire, on dit aux immigrants, arrivez vite ici, mais si au bout de 3 ans, vous n'êtes pas intégrés, vous repartez. Bon, alors là, c'est surtout, on imagine, s'ils font des enfants, évidemment, ils en feront. Si vont s'établir dans l'ouest de l'île, par exemple. Oui, s'ils s'intègrent mal, et ainsi de suite. Là, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit, vous repartez. Peu importe ce qu'on en pense, on sait très bien que ce serait médiatiquement pas tenable. Parce que le système médiatique, encore une fois, va saisir l'occasion pour taper. Oui, mais surtout, je pense même que politiquement, c'est pas tenable. Je pense que la CAQ a raison de vouloir être plus ferme dans l'intégration des immigrants, mais la bonne manière en cela, c'est d'assurer un meilleur contrôle à l'entrée, c'est-à-dire s'assurer que les immigrants qui veulent venir ici se francisent à l'avance et puis s'approprient à l'avance de mille et une manières la culture québécoise. Justement, comment est-ce qu'on peut, au fin fond de... mettons, on est à Tamanrasset, dans le sud de l'Algérie. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'imbiber de valeurs québécoises que personne ne sait définir du reste? Je comprends l'argument, mais ce que je dirais, c'est que le Québec peut réformer sa politique d'immigration et d'intégration en disant, vous voulez émigrer au Québec. Parfait. Eh bien, vous devez passer un test de français. Vous devez probablement aussi passer un test d'intégration à la culture québécoise. Bon, il y a toute une manière de faire une sélection à l'entrée plutôt qu'une fois rendu ici. Cela dit, la CAQ nous dit il faut être plus ferme dans l'intégration des immigrants, c'est vrai, mais plus on fouille dans sa politique et plus on voit qu'elle reprend sans même s'en rendre compte les principes du multiculturalisme canadien où la diversité des majuscules tout le temps, l'inclusion est majuscule tout le temps. Ça rappelle cette formule, ce jeu de mots qu'Antoine Robitaille du Devoir avait dit, la CAQ sent toujours le hareng. Mais la CAQ dans le sens C-A-Q-U-E. Vous vous souvenez de ça il y a quelques années? La CAQ sent toujours le hareng, quoi que vous fassiez. Mais vous noterez une chose, cela dit, sur la question de l'immigration, elle est apparue aussi autrement dans le débat public. Lorsque Pierre-Carl Péladeau a dit, l'indépendance, nous avons 25 ans pour la faire. On n'a même pas 25 ans pour la faire parce que avec l'immigration et la démographie, on perd un comté par année. Et là, le système médiatique a lancé une attaque vive en disant vous n'avez pas le droit de dire ce que vous avez dit. Vous stigmatisez les immigrants, alors qu'il n'a fait qu'énoncer une réalité, c'est-à-dire les nouveaux arrivants, les immigrants, pour l'essentiel, dans leur très grande majorité, sont fédéralistes. Et là, on lui a répondu, dans les faits, c'est pas les immigrants le problème aussi, c'est les jeunes. Alors là, il faut que je comprenne. On a le droit de dire que les jeunes ne sont plus souverainistes, mais on n'a pas le droit de dire que les immigrants ne le sont pas. Comme s'il y avait une sacralisation de l'immigrant. Oui, alors c'est absolument insensé. Péladeau s'était contenté, d'ailleurs sans hargne, hein, sans hostilité. Il avait dressé un fait. Il s'est contenté mais il y a des faits qui sont irrecevables. Et ça nous ramène à cette réalité profonde du politiquement correct qui consiste à entourer d'interdits idéologiques le réel et à interdire quiconque de nommer le réel, sans quoi
il devra s'en excuser. Mathieu Bocoté, ce qui est intéressant, c'est que bon, vous fustigez tout le temps le système médiatique, et je suis bien d'accord avec vous, mais vous êtes partout dans le système médiatique. Quel est votre statut alors? Non, alors, un instant, quand je parle de système médiatique, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de nombreux chroniqueurs qui font un travail remarquable, de nombreux analystes et ainsi de suite, et j'espère faire partie d'eux, mais j'en suis pas certain. Mais il y a, quand je parle de... Quel modeste, Mathieu. Si les auditeurs pouvaient voir votre sourire mais, je dis, il y a quelque chose de fondamental ici, c'est qu'au-delà de mon point de vue, d'ailleurs, j'ai pas l'impression que ma perspective est majoritaire dans le système médiatique, cela dit, il y a ce qu'on pourrait appeler les modes de réaction, c'est-à-dire on va traiter toute déclaration portant sur l'immigration de dérapage. Oui. Il va y avoir une exigence à l'excuse. D'ailleurs, la preuve en est que moins d'une journée après avoir dit ce qu'il a dit, Pierre-Carl Péladeau a dû s'excuser. Pourquoi il a dû s'excuser? Parce que des textes sont venus de partout pour le fustiger, et là, on voyait très bien se mettre en scène un récit qui était complaisance ethniciste de Pierre-Carl Péladeau. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit dans ma chronique du Journal de Montréal, il n'a peut-être pas eu tort de s'excuser, car dire la vérité dans un système fondé sur un mensonge idéologique, c'est impardonnable. Il s'est excusé ou il a regretté? Il a excusé, il a dit mes excuses. Bon. Alors là, ce qui est intéressant ici, pourquoi a-t-il eu à s'excuser? Alors qu'il n'a fait que dire une réalité. D'ailleurs, plusieurs chroniqueurs ont dit ensuite, mais pourquoi vous êtes excusé? Vous avez dit simplement un fait. Mais parce qu'on veut placer un interdit moral et idéologique autour de la question de l'intégration des immigrants. On ne veut pas admettre la possibilité que l'immigration n'est pas que des vertus, qu'il est possible d'en critiquer certains aspects. On ne veut pas admettre la possibilité que aussi la défense de l'identité historique du peuple québécois est un souci légitime. Historiquement, les anathèmes qu'on se lance les uns aux autres, il y a eu ça avec l'antisémitisme, avec la misogynie, avec le racisme, avec ce qui ont valeur vraiment de condamnation, qui, tôt ou tard, provoque une délinquance qui se développe et qui devient majoritaire. Est-ce que cet anathème, aujourd'hui, dont PKP avait fait l'objet, peut se retourner un jour quand on va être tellement exaspéré de ne pas pouvoir dire 2-3 choses dans l'espace public? Vous pensez pas qu'il y aura un peu une boule de neige qui va se former d'exaspération et de dire ta gueule? J'ai vu dans les médias sociaux, regardant Facebook, Twitter, tout ça, les commentaires, beaucoup de gens ont dit mais il n'a fait que dire ce qu'il pensait. Exact. Alors, encore une fois, les médias sociaux comme un système parallèle. Moi, les médias sociaux, j'ai un rapport trouble à ça. C'est-à-dire, d'un côté, c'est souvent un vide d'ordure à ciel ouvert, et de l'autre côté, c'est aussi par là que peut s'exprimer une parole dissidente par rapport à l'orthodoxie médiatique. Alors, il faut en prendre et en laisser, mais je constate que cette fois, le signal qui est envoyé par le commun des mortels, c'est on ne va tout de même pas s'excuser de dire que 2 et 2 font 4. Merci beaucoup Mathieu pour ces propos et merci